Maître assistant en anesthésie et réanimation, j'exerce au niveau du CHU Blida, au niveau des UMC. Donc, aujourd'hui, il m'a été donné de vous présenter le Recording cours in progress. intitulé Anesthésie et réanimation chez le polytraumatisé et le traumatisé crânien. Docteur Wabah. Oui. Est-ce que l'écran est partagé? L'écran est partagé. Partagé. Très bien. ديري بك الديابو. نعم. ديري الديابو. Oui. plein écran. Docteur Wabah, vous pouvez commencer la formation. Oui, oui. Je cherche pour agrandir l'image. شوفي من تحتها من تحتها. Ah oui, oui. Elle est bloquée عندي. من تحتها هذيك عم بزيها. Voilà, très bien, c'est réglé. Donc, les objectifs, de ce cours de mise à niveau, donc c'est d'identifier un patient polytraumatisé, mettre en place une stratégie ABCDE actualisée, reconnaître les signes de gravité et décider d'intubation, de transfusion et le transfert. Adapter la prise en charge au cas particulier, femmes enceintes et enfants que nous allons voir plus tard. Donc, pour le plan, nous allons commencer par une introduction, définition épidémiologie, mécanisme visionnel et sport de gravité, enfin, quelques cas cliniques dont nous allons en discuter. Donc, pour l'introduction, donc, chaque malade doit pouvoir bénéficier de la décision salvatrice. Donc, bien soigné, le malade sera sauvé. Donc, mal soigné, il risque d'en mourir. Donc, à l'urgence, il n'y a pas le droit à l'erreur. Plus encore qu'ailleurs, c'est un impératif éthique pour chaque médecin, personnel paramédical, que d'assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur des données acquises de la science. Donc, selon l'OMS, les polytraumatisés représentent la 4e cause de mortalité dans le monde, tout âge confondu. Donc, source de décès précoce et de handicap lourd. Le nombre de décès évitables, surtout à la phase initiale, est prise en charge multidisciplinaire, organisée et standardisée, bien sûr. Donc, face à l'urgence, donc, une seule solution, c'est d'être systématique. Donc, il faut suivre cet algorithme et avoir un bon raisonnement. Donc, dès l'arrivée, il faut vérifier le motif d'arrivée, donc les paramètres vitaux, mesure des paramètres vitaux, la recherche des signes de gravité, et il faut mettre en place des attitudes pratiques d'urgence et d'ambiance et annonce, bien sûr, savoir annoncer le décès. Alors, pour l'épidémiologie, donc les données montrent que c'est un problème majeur de santé publique. Donc, la première cause de mortalité chez le sujet de moins de 40 ans. Donc, le décès et les polytraumatisés, donc on a de première heure, 50% le décès. Donc, en plus de 50 heures, les données montrent que le décès est estimé à 20%. Donc, pour la définition, donc, le polytraumatisé est un blessé grave, donc qui présente plus de 2 lésions traumatiques, dont une engageant le pronostic vital à court terme.
c'est un blessé. Donc, le blessé, dans l'une des lésions menace le pronostic vital ou fonctionnel, ou dans le mécanisme où la violence du traumatisme laisse penser que telle lésion existe. Donc, il existe ces deux définitions. Donc, pour les pathologies, les lithopathogénies, pardon, donc l'accident de la voie publique, dans 80% des cas. Donc, souvent le soir, la nuit. Donc, les autres, accidents de travail, de sport, tentatives de suicide, catastrophes, agressions par armes à feu et des guerres. Pour les enfants, donc, inférieurs à 2 ans, c'est souvent infanticide et maltraitance. Inférieur à 5 ans, c'est des chutes de hauteur. Et plus de 5 ans, c'est des accidents sportifs, traumatologiques. Pour la distribution des lésions, donc des lésions des membres et ceintures, nous avons 50 à 70%. L'atteinte crânio-cérébrale, elle est estimée à 40 à 60%. L'atteinte thoracique, 10 à 50%. Les atteintes abdominales, 5 à 25%. L'atteinte vertébrale et médulaire, 5 à 25%. L'association des deux lésions, donc, on retrouve 70%. De plus de 3 lésions ou plus, donc 30%. Donc, les éléments indiquant une cinétique violente, quels sont les éléments qui indiquent la cinétique violente? Donc, nous avons une éjection d'un véhicule, autre passager décédé, une victime projetée ou écrasée, appréciation globale des formations de véhicule, vitesse estimée, absence de casque et de ceinture de sécurité, une chute plus de 6 mètres et le blast. Les facteurs favorisants, c'est quoi? L'absence de port de casque, au niveau à moto ou bien ceinture de sécurité en voiture, surcharge en moto, dégradation des routes, méconnaissance du code de la route et les conduites en état d'ivresse, bien sûr. Donc, le mécanisme lésionnel, c'est quoi? Donc, nous avons un mécanisme direct et un mécanisme indirect. Donc, pour le mécanisme direct, on retrouve les agents tranchants, l'agent contondant et les feux. Pour les mécanismes indirects, les lésions par décélération, lésions par effet de souffle, les lésions hyperflexion et hyperextension. L'intérêt de la connaissance de la nature du traumatisme qui peut orienter donc le diagnostic, c'est impératif. Donc, pour la physiopathologie, donc comment expliquer qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a un polytraumatisme? Donc, souvent, on a un choc hémorragique. Donc, on aura un choc hypovolémique. Donc, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une baisse du débit sanguin. Donc, on aura aussi une réponse inflammatoire systémique. On aura le déclenchement de la casquette de coagulation, acidose, hypothermie. Donc, on aura des consommations des facteurs de coagulation. D'accord? On aura même des complications infectieuses, des complications des tissus de translation, etc. Donc, quels sont les scores de gravité? Donc, on a des scores multiples, divers scores, donc Injury Severity Score, Visit Trauma Score, Glasgow Trauma Score, évaluation rapide, donc, ce qui permet, donc, qu'est-ce qui permet ces scores, donc le pronostic vital, la gestion des ressources, transfert rapide vers un centre spécialisé. Donc, c'est primordial. Donc, pour l'échelle de Glasgow, donc, on a l'ouverture des yeux à les côtés à 4, donc spontanée, c'est 4, 3 à la demande, 2 à la douleur et 1 aucune réponse. Pardon. Donc, pour la réponse verbale, donc, si le patient répond donc, aux questions, il est orienté, on a une confusion, on peut avoir une réponse inappropriée ou bien une réponse incompréhensible. Bien sûr, lorsqu'il est commuté, on n'aura aucune réponse. Pour les réponses motrices, donc, si on a des réponses spontanées, donc il y a des mouvements à la demande verbale, donc il est noté à 6, orienté à la douleur c'est 5, réaction et l'évitement c'est 4, flexion de cortication stéréotypée c'est 3, extension décélération stéréotypée c'est 2, et aucune réponse bien sûr lorsqu'il est formaté.
Donc, le score de Vittel, donc, on utilise souvent, nous, aux urgences, donc, qui permet l'évaluation de gravité individuelle. La présence d'un seul critère suffit à caractériser la gravité du traumatisme. Donc, les critères majeurs de mortalité sont une pression artérielle systolique inférieure à 65 mm de mercure, un score de Glasgow coté à 3 et une saturation inférieure à 80%. Donc, pour le score d'injury severity score, donc, on le mesure en fonction des lésions sur les organes. Donc, six régions de lésions, donc la tête et le cou. On a 6 régions de lésions. Donc, la tête et le cou, la face, le thorax, l'abdomen, l'extrémité, le revêtement cutané. Donc, et 5 niveaux de gravité. C'est mineur, modéré, sévère, risque vital et survie incertaine. Donc, le maximum de points, il est de 75 points. Donc, cet score permet donc aussi d'avoir une corrélation de mortalité et de morbidité et durée d'hospitalisation à l'hôpital. Pour le réviser trauma score, donc maximum, l'écouter, donc au maximum de 12 points. Donc, s'il est inférieur à 10 points, c'est une prise en charge au centre spécialisé. Donc, où je fais le score, donc, il dépend du corps de Glasgow, des paramètres de pression artère systolique, de la fréquence respiratoire. Donc, et chaque paramètre a des points en fonction de l'examen clinique du patient polytraumatisé. Nous arrivons au chapitre le plus important de ce cours aujourd'hui, c'est la prise en charge hospitalière. Donc, elle commence par la prise en charge préhospitalière, donc par l'évaluation des gravités des lésions, et on doit instaurer un conditionnement de relevage, c'est-à-dire le tri, et enfin une prise en charge thérapeutique. Et pour ce faire, donc, nous allons discuter cas clinique. Donc, vous êtes de garde, donc vers 17 heures, vous recevez 3 personnes victimes d'un accident de la circulation. Donc, le bilan initial selon la protection civile qui a ramené ces 3 personnes, donc il s'agit d'une famille composée de 3 personnes. Un jeune homme âgé de 40 ans, sa femme enceinte de 6 mois et leur enfant âgé de 5 ans. Donc, choc violent, conducteur non ceinturé. Un critère de Vittel, donc positif. Donc, quel est le niveau de concept quel est le nouveau concept dans la prise en charge de polytraumatisme selon que vous connaissez? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Personne? Allô? Vous m'entendez? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression que personne ne m'entend. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Qu'est-ce que vous connaissez? Je vais répondre puisqu'il n'y a pas de participants.
Donc, quel est le nouveau concept dans la prise en charge? Donc il faut il faut déterminer un team leader. C'est quoi un team leader? C'est un médecin référent qui coordonne la prise en charge initiale du traumatisé. Donc, l'objectif, c'est de répartir les tâches, de prioriser les gestes et de décider de l'intubation et d'assurer la communication. L'exemple de rôle pratique, donc à l'arrivée du patient, c'est vérifier le score de triage, attribuer les rôles. Pendant la prise en charge, c'est décider de l'intubation, demander des examens orientés vers le bloc ou bien faire des examens complémentaires et de communication, informer la famille, contacter le chirurgien et organiser le transfert. Donc, en fait, ce team leader doit être désigné dès la phase de triage. Donc, qui est concerné, qui peut faire ce travail? Donc, l'urgentiste senior, anesthésiste réanimateur, un médecin du SAMU expérimenté et un chirurgien traumatologue en salle de décharge. D'accord? Donc, principe de la prise en charge, donc c'est le principe de ABCD, E ou de CABCD. C'est quoi le C? C'est le contrôle d'une hémorragie importante extériorisée. Le A, c'est airways, protection des voies aériennes du rachis cervical. Le B, c'est breathing respiration, la respiration, donc. C, c'est circulation, c'est l'hémodynamique. Dystabilité, c'est le déficit neurologique. Et exposure, environnement, c'est l'hypothermie, le contexte général. Donc, comment on définit un polytraumatisé? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Personne? Donc, le polytraumatisé est un blessé présentant 2 lésions au plus dont au moins une menace le pronostic vital. À ne pas confondre avec, bien sûr, un polyfracturé. Souvent, on confond un polytraumatisé avec un polyfracturé. C'est quoi le polyfracturé? C'est une victime qui présente plusieurs fractures sans atteinte d'une fonction vitale. Donc, le polyblessé, c'est une victime qui présente plusieurs localisations de blessures sans atteinte d'une fonction vitale. Donc, sur le lieu de l'accident du conducteur, le conducteur était, donc la suite, c'est la suite du cas clinique. Donc, sur le lieu de l'accident, le conducteur était obnubilé et agité. Ses pupilles étaient en position intermédiaire, symétrique et réactive. Les constantes hémodynamiques étaient, donc, il était plus ou moins stable avec des tensions artérielles à 125-70 mm de mercure, tachycarde à 120 battements par minute et une saturation à 95% à l'air ambiant. Donc, il y avait une déformation évidente du fémur gauche avec effraction cutanée qui saigne et patient qui était très agité et qui présentait des douleurs. Donc, l'abdomen était souple, le bassin douloureux et l'auscultation était libre. Donc, quels sont les éléments de conditionnement majeurs dans cette situation? Donc, c'est de scoper le patient, c'est l'oxygénothérapie, c'est le réchauffement, le pose d'une voie veineuse périphérique de gros calibre, mise en place d'un matelas coquille et mise en place d'un collier cervical, administration dentalgique et la mise en place d'un garrot ou d'un bandage compressif antibiotiques donc augmentant par l'augmentant de grammes. Donc pourquoi? Donc selon les recommandations, donc l'antibiothérapie chez les polytraumatisés, donc s'il y a nous sommes donc face à une fracture ouverte et plaie essuyée. Donc, on donne de l'augmentin, on rajoute de l'ingentamicine à raison de 3 mg par kilo par 24 heures. S'il est allergique, le patient, on peut donner du macrolide plus aminoside. Bien de la clindamycine, 600 mg par 24 heures. Flagyl aussi,
même qui a un même spectre, avec de la gentamicine, aminoside, bien sûr. Si le patient présentait un traumatisme abdominal, bien un traumatisme qui est l'augmentant à raison de 2 grammes, puis 1 gramme, 3 fois par jour pendant 24 heures. Donc, quelle recommandation pour le garrot? Donc, le patient, il saigne, d'accord? Donc, on doit mettre un garrot. Donc, les recommandations disent que l'utilisation d'un garrot est recommandée au cas de fracture ouverte de membre avec saignement menaçant grade 1C. Doit être posé à distance de l'articulation et noter l'heure surtout, parce qu'il ne faut pas dépasser les 2 heures, sinon on risque d'ischémie et retentissement nerveux et musculaire, abdomyolyse et tout. Donc, on doit relâcher selon les protocoles stricts au centre hospitalier. Donc, il faut savoir aussi que lorsqu'on a des fractures de côte, la côte, une seule côte, c'est 225 cc. Pour l'humérus, le 500 cc. Donc, nous sommes là face à une fracture de fémur. Donc, le saignement, il est estimé à 200 millilitres. Donc, comment scorez-vous votre patient? Donc, si on devait scorer ce patient selon le score de Glasgow, eh bien, voici le score de Glasgow. Donc, le patient est scoré à 14 sur 15 sur l'échelle de Glasgow. Pourquoi? On revient au cas clinique. Donc, nous avons dit que le patient était obnubilé, donc il était confus, il était agité, dû à la douleur probablement, donc, et le stress, bien sûr, le choc. Ses pupilles étaient en position intermédiaire symétrique et réactive, donc il était stable. Donc, si on suivait le score de Glasgow, donc, il est scoré à 14. Donc, l'ouverture des yeux était spontanée selon le cas clinique. La réponse verbale, il était confus, donc c'est 4. La réponse motrice, il n'y avait pas de déficit ni un problème dans ce sens, donc scoré à 6. Donc, quelles sont au pluriel les structures qui vous semblent appropriées dans cette situation? Eh bien, c'est le centre spécialisé en polytraumatologie le plus proche. Il faut donc transférer ce patient, envisager un transfert le plus rapide au centre référent trauma center, qu'on appelle. Donc, votre patient, maintenant, il est scoré à 15 sur 15 sur l'échelle de Glasgow, conditionné et scopé. Donc, la réévaluation montre maintenant une fréquence cardiaque à 140 battements par minute avec une hypotension à 90-50 mm de mercure, une fréquence respiratoire à 26 secondes. Donc, il était polypnéique avec une saturation toujours à 100% sous 4 litres d'oxygène. Donc, quelle est votre conduite à tenir en intra-hospitalier maintenant? Le patient, il a été transféré au trauma center. Donc, à l'arrivée au déchocage, soi-disant, qu'est-ce qu'on doit faire à ce patient? Donc, c'est bien sûr l'expansion, commencer une expansion volumique par des cristalloïdes à raison de 1000 à 1500 ml. Il ne faut pas dépasser cette quantité pour ne pas diluer les facteurs de coagulation. Lancer un bilan biologique complet que vous connaissez, donc le bilan standard pré-op, on va dire FNS, une crasse, un bilan rénal, un ionogramme, une glycémie, un groupage, et il faut envisager donc, de faire des dosages de troponine et de CPK à H6 de son accident. La recherche de contusion myocardique et de rhabdomyolyse. Donc, avec un bilan toxicologique qu'on fait systématiquement pour tout polytraumatisé. Complétez le bilan lésionnel rapidement par fast écho, radio du pulmonaire ou radio du bassin. Donc, à combien estimez-vous les pertes sanguines? Donc, on a dit 1500 à 2000 millilitres selon le tableau que je vous ai montré tout à l'heure
une fracture du fémur saine jusqu'à 200 millilitres. Donc, pour le bilan lésionnel, si on devait raisonner pour ce patient, on a dit que le patient présentait une tachycardie à 140 battements par minute, il est saturé à 100% sur 4 litres, et il y avait une hypotension à 90-50 mm de mercure. Le malade, il est plus ou moins stable pour le déplacer, pour faire une exploration. Selon l'algorithme suivant, donc si le malade il est stabilisé, donc on peut déplacer le malade pour exploration, faire un body scan, injecter. Si le malade il n'est pas stable, donc on ne doit pas déplacer le malade, on fait un minimum d'examen complémentaire, base de fast écho, donc au lit du malade, là où il est admis initialement, et faire téléthorax, radio du bassin et radiologique selon le bilan, selon l'examen que vous retrouvez. Donc, quelques minutes après, le patient est scoré à 12 sur 15 sur l'échelle de Glasgow. La tension, elle est de 85 mm de mercure. La fréquence maintenant, elle est de 150 battements par minute et la saturation, elle est difficile à prendre. Donc, quel est votre diagnostic à ce stade? Parce qu'on doit, on doit réfléchir à quoi? Donc, première chose, c'est l'état de choc hémorragique. C'est évident. Le fémur saigne, le patient est polytraumatisé. Donc, quelle est votre attitude? Donc, administrer des drogues vasoactives, noradrénaline. Donc, si on est dans ça, c'est-à-dire dans l'objectif, c'est-à-dire initialement, on a fait une expansion volumique. Initialement, il a reçu 5000 à 1500 millilitres. Donc là, c'est une hypotension qui est un petit peu qui persiste. Donc, on doit administrer des doses vasoactives, noradrénaline, administrer de l'acide tranexamine, de l'hexacide, à raison de 1 gramme sur 10 minutes, puis 1 gramme chaque 8 heures, pendant 24 heures. Donc, faire une commande des produits sanguins pour la transfusion avec un ratio, vous connaissez, donc 1 pour 1 ou bien 1 pour 2. Donc, il est recommandé que la transfusion de PFC débute plus vite, régulièrement, en même temps que celle des concentrés érythrocytaires. Donc, on fait en même temps. On ne va pas perdre de temps. Donc, administrer de fibrinogène, 3 à 4 grammes par litre, si le taux est inférieur à 2 grammes par litre. Dans l'idéal, si vous disposez de dosage de fibrinogène. Donc, intubation orotrachéale, la séquence rapide par la kétamine et l'espérant. Pourquoi? Parce que nous sommes en face d'un choc hémorragique. Donc, il faut savoir une chose, que lorsqu'on est face à un choc hémorragique et le patient est stable, il vaut mieux réduire les doses d'induction de moitié ou bien d'un tiers. Donc, les signes cliniques d'hypovolémie en fonction de personnes qui chez l'adulte. Donc, on a dit que les pertes sanguines sont estimées à 2000 millilitres. Donc, c'est là où c'est en rouge. Donc, la fréquence cardiaque, elle est supérieure à 140 battements par minute. Donc, les pressions artérielles systoliques, elles sont diminuées, 8 à 50, 80 à 50. Donc, la fréquence respiratoire, le patient, il est polyclinique, on a dit dans l'énoncé de 4 minutes, et le malade, il est confus ou bien comateux. Donc, le patient, là, il est confus. Pardon. Donc, qu'est-ce qu'on doit préconiser aussi? Si le choc, si le patient en face à qui ne répond pas justement au remplissage. On est face à un choc hémorragique sévère. Donc, on doit transfuser les plaquettes. Si les plaquettes sont inférieures à 50 000, donc, pour un objectif donc, de 100 000,
plaquettes. Donc, l'hémorragie grave, facteur de risque hémorragique, si on est face à une hémorragie grave et facteur de risque hémorragique. Donc, l'administration en cas de transfusion massive de 1 gramme de calcium. Les recommandations de Novo-Zeland, c'est juste pour savoir. Donc, généralement, on l'administre en dernier recours. C'est le facteur 7. Donc, en cas de persistance de saignement, nous avons fait tout ce protocole et le patient ne répond pas. Donc, on le rajoute, mais c'est rare. Donc, on a dit qu'on doit intuber le malade et mettre sous ventilation mécanique. Donc, quelles sont les indications dans le contexte d'un polytraumatisé de l'intubation orotrachéenne? Donc, les indications sont larges. Donc, insuffisance respiratoire aiguë, un trauma crânien grave, un score de Glasgow inférieur à 8, un état de choc et des douleurs importantes. On peut intuber le malade pour cause d'agitation rendant les soins impossibles. Donc, on est en droit d'intuber le patient polytraumatisé. Donc, on a parlé d'indication des examens complémentaires, mais il faut savoir aussi que dans ce contexte, on a offert un dommage contrôle. Donc, le dommage contrôle, c'est quoi? Donc, initialement, c'est de réanimer le patient pour lutter contre l'hypothermie, arrêter l'hémorragie et instaurer une expansion volumique, c'est d'arrêter le saignement, c'est de conditionner le patient. Par la suite, on doit admettre le patient au bloc opératoire dans un premier temps dans un but d'hémostase, stopper l'hémorragie. Donc, c'est un geste qui doit être simple et rapide, moins d'une heure, on va dire. Idéal. Ensuite, on doit faire une réanimation. Correction des facteurs de coagulation, correction des défaillances d'organes. Et dans le dernier recours, donc après stabilisation du patient, on doit faire une réparation définitive. Ça, c'est après, c'est pas dans l'immédiat. Donc, voici l'algorithme de prise en charge de polytraumatisme en l'absence de traumatisme crânien. Donc, face à un choc hémorragique, donc, on doit faire, donc, en résumé, un grand remplissage vasculaire à raison de 1000 à 1500 millilitres. Donc, si malgré ça, il y a une tension, un état hémodynamique réfractaire, donc on doit introduire les drogues vasoactives à type de noradrénaline. On doit instaurer en attendant, on doit faire une commande des produits sanguins labiles pour éventuelle transfusion. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une hémoglobine à 10 grammes par décilitre avec un TP à 40 et les plaquettes supérieures à 100 000. Donc, l'hémostase, enfin, on doit restaurer l'hémostase et discuter en fonction de l'état clinique, damage contrôle ou pas. D'accord. Donc, quels sont maintenant les éléments qui peuvent aggraver la situation hémorragique? Quels sont les facteurs? On nous a dit, donc l'hypothermie, c'est l'hypothermie. Pourquoi? Donc, elle diminue les activités enzymatiques des facteurs de coagulation. Donc, l'état de choc, l'hémodilution. Pourquoi? Parce qu'elle diminue la concentration des facteurs de coagulation. On les fibrinolyse, donc on a donc une destruction des cailloux par la plasmine. Donc l'hypocalcémie, pourquoi? Parce qu'on aura un blocage de la cascade de la coagulation et enfin l'acidose. L'acidose qui inhibe donc les enzymes de la coagulation. Donc, en résumé, c'est ça, le mécanisme de la cascade de la coagulation.
Donc, nous avons fini par le cas clinique numéro 1 concernant le père de famille, donc âgé de 40 ans. On passe maintenant à sa femme, donc la femme qui est donc, âgée de 35 ans et enceinte de 8 mois, malheureusement. Donc, il faut savoir que le traumatisme chez la femme enceinte, donc, il faut savoir que il y aura des modifications physiologiques pardon, chez la femme enceinte. Donc, le premier trimestre, on aura donc, une position de l'utérus qui est en intrapalpien. En deuxième trimestre, il est sous-ombilical. En troisième trimestre, il est sus-ombilical. D'accord? En cas de lésion, donc traumatisme, donc le premier trimestre, on aura une possibilité d'avortement. Au deuxième trimestre, un décollement placentaire, une embolie amniotique. Au troisième trimestre, on peut avoir traumatisme fœtal, décollement placentaire, rupture utérine. Donc, les particularités physiopathologiques de la femme enceinte, donc, on aura une augmentation du volume sanguin, une anémie physiologique, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation du débit cardiaque. Donc, on aura, c'est-à-dire une hypervolémie, vasoplégie, sans le collapsus. Donc, on doit faire un remplissage précoce. Donc, on aura une sensibilité à l'hypoxie, un rapport précoce en oxygène. Donc, et donc, on aura un retentissement respiratoire, risque d'intubation. Donc, on sait que la femme enceinte est considérée comme estomac plein avec intubation difficile. L'urgence, donc, il est fétal, mais surtout maternel et fétal. Donc, on aura diminution du retour veineux, un syndrome cave inférieur, et on aura une hypercoagulabilité, on aura un risque plus élevé de coagulopathe et de risque thrombotique. Donc, les conséquences, qu'est-ce qu'on aura donc, sur les conséquences maternelles, donc une mort maternelle souvent due aux lésions associées, des chocs maternels souvent dus au choc hémorragique, des lésions viscérales, on peut avoir des lésions viscérales, le foie, le rein, la rate, l'hématome pariétal est fréquent et très abondant chez la femme enceinte. Les fractures du bassin et les traumatismes crâniens. Donc, à l'examen de cette femme, donc, jeune femme âgée de 35 ans, donc l'examen à l'admission, on a noté une patiente qui était consciente, se plaignant de douleurs abdominales crampiformes ou occasionnelles, des mouvements fœtaux diminués selon la patiente. L'examen général a révélé un état conservé avec une tension artérielle, pardon, c'est une erreur de frappe, 120 10 mm avec une fréquence cardiaque à 90 battements par minute. La fréquence respiratoire était à 18 cm. Donc, quels sont les principes du traitement? Donc, le traitement de la mère, donc on a dit que le traitement de la mère prime au traitement du fœtus. Mais en l'absence d'urgence vitale, le traitement doit être combiné, c'est clair. Chirurgical. La laparotomie n'a aucun danger durant l'évolution ultérieure de la grossesse. L'exploration radiologique, on peut la faire chez la femme enceinte en respectant certaines consignes. Donc, limiter les radiations, à savoir 0,1 à 0,2 degrés au premier trimestre et 0,3 à 0,5 degrés au deuxième et troisième trimestre. La prise en charge consiste en quoi? Donc, schéma, c'est le fameux schéma ABCD. Donc, Airway Breathing Circulation. Libérer les voies aériennes avec une oxygénothérapie à 6 litres par minute. Installer la patiente en décubitus latéral gauche de sécurité. Donc, évaluation de l'état maternel, c'est primordial, l'état hémodynamique, la conscience et l'examen somatique complet. D'accord?
assurer une voie d'abord de gros calibre, mettre une attelle pour les fractures des os longs, perfusion de cristalloïdes de principe avant l'apparition des signes d'hypotension et administrer des antalgiques. Faire le bilan biologique complet, dont on a mentionné tout à l'heure. Donc, l'examen obstétrical, c'est primordial. Donc, la hauteur utérine, le col utérin, la mesure de BCF, voir l'écoulement vaginal et faire un TV, l'examen vaginal. Donc, bilan radiologique, radio du thorax, échographie abdominopalvienne, TDM cérébral, en respectant les consignes pour l'irradiation. Évaluation des conséquences obstétricales. Donc, on doit faire une échographie obstétricale, voir le placenta, la vitalité fétale, l'URCAF, le test de Klein-Hoffer, et la radio du contenu utérin en recherche des lésions osseuses. Est-ce que vous m'entendez? Personne ne peut répondre? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous arrivez à bien voir? Donc, je continue en attendant de voir vos réflexions. Pardon. Donc, on continue. Donc, on administre aussi les anti-D. Donc, si résus, la patiente est du résus négatif, donc pourquoi? Prévenir l'alloimmunisation fœto-maternelle, donc qui empêche la production des anticorps maternels qui attaquent les globules rouges résus positifs du fœtus. On aura bien sûr conséquences dramatiques, hémolyse sévère. Donc, on aura aussi, comme on a dit tout à l'heure, on a mentionné tout à l'heure, une suspicion de l'hématome rétroplacentaire. Il ne faut pas passer à côté. Donc, si on a une douleur, une diminution du BCF, donc bien sûr, c'est un danger vital qui est double pour la mère et pour les fœtus. Donc, voici l'algorithme de prise en charge face à une femme enceinte. Donc, après l'évaluation clinique, biologique et mesure initiale de réanimation, on évalue rapidement l'utérus. Donc, si la patiente est en fonction de l'âge gestationnel, bien sûr, si la patiente elle est d'âge gestationnel inférieur à 24 semaines, la prise en charge elle est similaire, considération secondaire de la grossesse. Donc c'est-à-dire l'urgence, elle est maternelle et fétale. Donc si l'âge gestationnel, là, il est supérieur à 24 semaines, donc la femme enceinte, il y a le déplacement, on doit entamer des mesures, donc déplacement latéral de l'utérus,
on doit confirmer rapidement l'activité fœtale et donc par un monitoring minimum 4 à 6 heures après le traumatisme donc, et minimum 24 heures après un traumatisme sévère. Donc, pendant toute la période d'installation maternelle, c'est primordial et on doit évaluer secondairement par la suite et on ne va pas oublier d'administrer donc la l'anti-D chez la femme rhésus négatif. Alors, si on est face à un arrêt cardiaque maternel, donc là, si c'est toujours en fonction de la gestationnelle, inférieure à 24 semaines, c'est considéré les causes de réanimation similaires. Donc, supérieure à 24 semaines, là, il faut faire une césarienne d'urgence si manœuvre de réa infractueuse. Donc, au bout de 4 minutes, donc considérer des causes obstétricales et hémorragiques, bien sûr, de causes hémorragiques. Voilà. Donc, on passe maintenant, si jusque-là, vous êtes toujours présent, je ne sais pas, parce que j'ai rien comme réponse. Donc, on continue par le troisième membre de la famille qui est l'enfant âgé de 5 ans. Donc, l'enfant âgé alors de 5 ans, retrouvé inconscient, agité, émis des sons inarticulés avec déviation du regard à gauche avec mouvement stéréotypé. Ces constantes étaient à 85-87 mm de mercure, un tachycardie, on va dire 115 battements par minute, une saturation à 100% à l'air en blanc. C'est quoi le traumatisme crânien? Donc, on est face à un traumatisme crânien grave de l'enfant, d'après le cas clinique. C'est quoi le traumatisme crânien grave? Donc, c'est un traumatisme cérébral, crânio-cérébral, dont le score de Glasgow est inférieur ou égal à 8. Donc, on a en fait trois classifications. Donc, selon la classification de Glasgow, on a 3 types de trauma crânien. Donc ici, le score de Glasgow, il est entre 14, 15, jusqu'à, on va dire, 13. Trauma est considéré comme un traumatisme crânien mineur. S'il est entre 9 et 12, un traumatisme crânien est considéré comme modéré. Et s'il est inférieur à 8, donc c'est un traumatisme crânien grave, ce qui est le cas de cet enfant âgé de 5 ans. Donc, il faut savoir que le score de Glasgow chez l'enfant, on n'utilise pas le même score que chez l'adulte. En fonction de l'âge, on a un score adapté en fonction en fait de l'âge de l'enfant. S'il est inférieur à 5, on va utiliser un score adapté à cet âge. S'il est supérieur à 5, on va utiliser donc le score qui est concordant à l'âge du patient. Donc, si on devait utiliser le sport pédiatrique chez cet enfant, notre enfant âgé de 5 ans, donc, nous sommes face donc à le tableau de votre donc à droite de l'écran. Donc, on a dit que l'ouverture des yeux, elle était spontanée, uniquement à la douleur. Parce qu'on a dit que l'enfant présentait, donc, il était inconscient, il y avait une déviation du regard à gauche. Donc, on devine que le patient n'a pas une réponse adaptée à, à la stimulation liée à l'ouverture des yeux. Donc, on devine que c'est uniquement à la douleur, donc côté A2. En réponse verbale, donc on a dit que le patient gémissait sans mots. Donc, en venant en cas clinique, donc des réponses sans son et inarticulées. Donc, on considère que c'est côté A2. Donc, la réponse motrice, c'est flexion stéréotypée, donc côté A3, donc le score de cet enfant est 7 sur 15. Donc, c'est un trauma crânien grave. Donc, je vous ai mis, Naya, un petit rappel physiopathologique de voie aérienne supérieure de l'enfant pour comprendre que l'enfant présente déjà une difficulté
intubation, critère d'intubation difficile. Donc, la glotte, elle est antéro-supérieure, elle est haute, donc le cou est court. Il y a une macroglossie souvent, petite bouche. Donc, la trachée, elle est courte, donc un risque d'intubation sélective. Et on a une CRF basse, donc risque d'hypoxie rapide. Donc, les réserves sont diminuées chez l'enfant, c'est clair. Donc, on a aussi une dilatation gastrique par ileus gastrique. Donc, il y a des cris souvent. Des ventilations en masque aussi, qui est difficile. La tête, elle est plus lourde, un cou moins musclé, un cerveau moins myélinisé, une vasoréactivité, une faible compliance cérébrale. Donc tout ça retentit. On a une hypoxémie que nous connaissons tous. Donc masse sanguine, elle est plus faible, un débit cardiaque aussi, qui dépend aussi de l'état hypovolémique de choc hémorragique. Donc, meilleure compensation du système sympathique, en revanche, chez l'enfant. En conséquence, on aura une hypovolémie plus grave, une tachycardie plus importante, une hypotension avec bradycardie tardive, donc, qui précède souvent l'arrêt cardio-circulatoire. Donc, quelle sera votre prise en charge dans ce cas particulier? Toujours, on commence par les mesures initiales. Donc, mise en condition avec monitorage non invasif, mise en place de 2 voies veineuses périphériques de gros calibre, respect de l'axe cou-tête avec mise en place d'un collier cervical, un bilan biologique complet, comme on l'a mentionné de reprise, donc mise en place de solutions cristalles, jamais de glucosée en cas de traumatisme crânien, jamais de solution hypotonique, d'accord, risque d'aggravation de l'œdème cérébral. Donc, on doit réchauffer cet enfant, scorer cet enfant en utilisant le score adapté Glasgow pédiatrique, examen clinique rapide et concis, policier, un interrogatoire aussi précédé par un interrogatoire policier, bien sûr. Donc, quel est le premier paramètre à corriger et comment? Donc, l'hypotension. C'est clair, on a dit que le patient présentait une hypotension à 85-45, je pense, millimètres de mercure, si j'ai bonne mémoire. Donc, l'hypotension, car elle reste, lors de la phase initiale, un facteur associé à un mauvais pronostic. On l'a dit. Donc, il faut la corriger rapidement au moyen de remplissage des amines si besoin. D'accord? Toujours expansion volumique, on commence par 10 cc par kilo, et en série réfractaire, on doit introduire, en attendant la transfusion si polytron saignement, elle va être grosse vasoactive. Pourquoi? Là, nous sommes dans un trauma crânien grave isolé. Les objectifs, donc, c'est une PAM supérieure à PAM à 90 mm de mercure pour le trauma crânien. Donc, est-ce que vous allez intuber l'enfant? Pourquoi et comment? C'est clair que c'est oui, parce qu'on est face à un score de Glasgow inférieur à 8, un trauma crânien qui est grave. Donc, pourquoi? Pour contrôler la ventilation et protéger les voies aériennes supérieures. L'objectif, c'est donc respecter les axes qui sont normoxie, normocapnie, éviter l'hypohypercapnie qui aggrave l'ischémie cérébrale. Donc, préparer le système d'aspiration et de son d'aspiration adapté. Donc, Docteur Louis-Bah, s'il vous plaît, le diapo. Le diapo, s'il vous plaît. Il n'y a pas de partage d'écran, s'il vous plaît, oui. Il y a plein de messages ici qui disent qu'il n'y a pas de diapo, donc s'il vous plaît, partagez l'écran. Ça a commencé maintenant ou là depuis tout à l'heure? Je pense que ça fait 10 minutes. 10 minutes, donc je dois revoir le mécanisme. Je dois revenir? Oui. Alors, madame, il faut reprendre la femme enceinte. Il y a une icône le chat. Est-ce que vous voyez le chat? Ils écrivent les messages, les petits messages ici, à côté, à ta droite.
وين في الزوم؟ وي في الزوم كاين تما لي ميساج جي مكتوبة تشات. دخلت باسكو جي دخلت donc je reprends حتى la femme enceinte, c'est ça? Depuis le Oui, début? oui. D'accord. Le cas clinique, alors. Et Houma, Le ils cas peuvent clinique de la pas femme prendre la enceinte. parole, Houma. Houma, ils peuvent pas prendre la parole. Si, ils ont écrit Mais- le chat parce qu'ils n'ont pas le droit de réactiver de le son pour ne parler. pas faire de... Parce que là, j'ai Ouais. fait dans le sens que c'était Donc, il faut interactif. toujours consulter le chat pour voir s'il y a un problème technique ou pas, s'il entend bien. Toujours, il n'y a pas de partage d'écran, docteur. Allô, vous m'entendez? Je m'excuse, j'ai dû me reconnecter pour mieux régler ce problème. Est-ce que c'est partagé maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Normalement, c'est partagé. Oui, c'est partagé. Alors, passez Euh, à la femme enceinte pour voir le diapo. D'accord. Docteur, Oui, oui. la Je suis en train. présentation n'est pas... oui. C'est bon? Non, on ne voit pas Et maintenant? la présentation. Non, elle est bloquée. Et maintenant? Elle est bloquée. Ouais. Et maintenant? Non. Bloquée. Faites passer les slides, نشوفوا. Non, c'est Attendez, bloqué, il n'y a rien. Non. أنا هنا ça marche. Non, ça ne marche pas. Donc, on va refaire le partage, s'il vous plaît. Physiologie. Attendez. Voilà.
Toujours pareil? Toujours la même. Partager. C'est bon, c'est partagé? Allô? Est-ce qu'on chauffe les commentaires? Oui, maintenant c'est figé. Docteur, c'est figé, d'accord? Oui, Oui, troisième victime, oui, la femme. Deuxième victime, la femme enceinte. Donc, je disais que maintenant qu'on a pris en charge le père de famille âgé de 40 ans, donc on va voir sa femme. Donc c'était sa femme qui était enceinte de 8 mois, âgée de 35 ans. Donc j'ai mis ici un petit rappel pour ce qui se passe au premier trimestre. Donc, premier trimestre, la position de l'utérus, je disais, elle est en intrapelvien. Donc, lorsqu'on a un traumatisme, donc il y a risque d'avortement au premier trimestre. D'accord? Au deuxième, parce que pourquoi? L'exposition du fœtus fait qu'il y aura donc il est protégé par le bassin. Au premier trimestre, le fœtus. Donc, au deuxième trimestre, donc, on a l'utérus, il est en position sous-ombilicale. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on aura un risque de décollement placentaire, une embolie amniotique principalement. Le liquide amniotique, il est abondant, l'utérus est plus vulnérable dans ce cas. Donc, au troisième trimestre, l'utérus, il est en position sus-ombilicale. Donc, le liquide amniotique, il est moindre. Le fœtus, il est plus vulnérable, bien sûr. Donc, on aura risque de traumatisme fœtal, décollement placentaire principalement. Donc, aussi, qu'est-ce qu'il y a comme particularité physiologique chez la femme enceinte? Donc, on a, en cas d'hypovolémie vasoplégie, donc on aura un collatus, il y aura donc, une augmentation du volume sanguin, d'accord? Une anémie physiologique. Dans l'état physiologique, je parle là, il y aura une augmentation du volume sanguin, anémie physiologique, elle est décrite. Augmentation de la fréquence cardiaque, estimée à 95 battements, et un volume minute sur le plan respiratoire qui est élevé, augmentation du volume courant, des CRF diminués, une hypocapnie modérée. Donc, il y aura une sensibilité plus à l'hypoxie. Là, avec des critères donc anesthésie. Donc, l'utérus, il est gravite, l'écuputus dorsal, donc il y aura une plus susceptibilité d'une hypercoagulité. Donc, le risque est plus souvent élevé en cas de coagulopathie, le risque thrombotique. Donc, par conséquent, qu'est-ce qui se passe? Donc, on aura une mort maternelle souvent due aux lésions associées. Un choc maternel dû au choc
hémorragique, du foie, du rein, de la rate. Et on a aussi risque de l'hématome péritonéal qui est fréquent chez la femme enceinte. Il ne faut pas méconnaître aussi. Donc, le fracture du bassin et des traumatismes crâniens. Donc, revenons à notre cas clinique. Donc, je disais que l'examen de la femme enceinte à l'admission a noté une patiente qui était consciente, se plaignant de douleurs abdominales type de crampes, les mouvements fétaux diminués selon la patiente. Donc, l'examen général a révélé un état conservé avec une tension artérielle à 120-70 mm de mercure, une fréquence cardiaque à 90 battements par minute et une saturation à 95 à l'heure ambiante. Donc, je disais quels sont les principes du traitement. C'est le même principe que chez l'adulte normal. Donc, traitement de la mère qui prime dans ce cas que le traitement du fœtus, mais en l'absence d'urgence vitale, le traitement doit être combiné. C'est un point important à savoir. Donc, le traitement de la mère est le même que pour toute autre urgence chirurgicale. La parotomie n'a aucun danger. D'accord? L'exploration radiologique, il faut prendre des mesures, ne pas avoir peur à faire un scan chez la femme enceinte en respectant certaines consignes. Donc, limiter les radiations, à savoir donc à 0,1 à 0,2 degrés au premier trimestre et le 0,3 à 0,5 degrés au deuxième et troisième trimestre. Donc, la prise en charge consiste à, bien sûr, respecter le schéma ABC, donc airway, breathing, circulation, les voies aériennes avec une oxygénothérapie à haut débit, donc installer le patient en décubitus latéral gauche, l'évaluation de l'état maternel, état thermodynamique, neurologique et faire un examen somatique complet. Donc, assurer une voie d'abord de gros calibre, pardon, horaire de frappe. Donc, mettre une attelle pour les fractures des os longs. Donc, perfusion de cristalloïdes de principe pour aussi là, administrer les antalgiques, faire un bilan biologique complet comme on l'a vu pour le père de famille. Donc, examen obstétrical primordial, la hauteur utérine, le col utérin, les BCF, voir l'écoulement, s'il y a l'écoulement vaginal, saignement, et faire une TV. Donc, bilan radiologique, donc échographie abdominopelvienne, TDM cérébral, s'il le faut, selon, la symétrie violente ou pas de la femme enceinte. Évaluation des conséquences obstétricales, c'est primordial. Donc, faire une échographie obstétricale, voir le placenta, la viabilité fétale, les ERCF, test de Kleinhauer et radio du contenu utérin et pour rechercher les lésions osseuses. Donc, il faut faire aussi le vaccin donc, anti-D si la mère est du rhésus négatif. Pourquoi? Parce qu'il y a risque d'allo-immunisation fœto-maternelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle empêche la production des anticorps maternels qui attaquent les globules rouges. Donc, nous avons donc par conséquent un risque d'hémolyse sévère. Donc, il faut chercher aussi un hématome rétroplacentaire si la patiente se plaint de douleurs avec BCF sont diminués. Donc, le danger est là, il est imminent, double mère et le fœtus. Donc, je disais, d'ailleurs, voici l'algorithme, un petit algorithme décision après avoir réanimé la patiente et mise en condition, une mesure de réanimation. Si la femme elle présente une grossesse inférieure à 24 semaines, là, la prise en charge elle est similaire, donc c'est clair. Donc, il y a considération donc,
secondaires de la grossesse. Supérieur à 24 semaines, donc le fœtus, il est meilleur selon la viabilité du fœtus. Donc, on doit déplacer l'utérus en position latérale à gauche, confirmation rapide de la viabilité fétale. Donc, on doit instaurer un monitorage fétal, donc minimum 4 à 6 heures après un traumatisme mineur, puis minimum 24 heures après un traumatisme sévère. Et à ne pas oublier aussi l'administration de l'anti-D. Donc, si on a un EA, c'est juste pour un rappel, si on est face à un arrêt cardiaque maternel, donc là aussi, en fonction de la gestationnelle. Si inférieur à 24 semaines, donc considérer les causes donc, de réa similaire, donc on doit réanimer. Donc, si le patient est, si l'âge de gestation est supérieur à 24 semaines, donc on doit faire une césarienne d'urgence minimum dans les 5 minutes. D'accord. Et pour sauvetage maternel. Donc, on passe maintenant au dernier membre de la famille, qui est l'enfant, donc âgé de 5 ans, retrouvé inconscient, agité, qui émit des sons, d'accord, inarticulés, avec déviation du regard à gauche, mouvement stéréotypé. Ces constantes donc, étaient de tension artérielle à 85 à 45 mm de mercure, avec une tachycardie légère à 115 battements par minute et une saturation à 100% à l'air ambiant. Donc, je disais qu'on est face, c'est clair que le diagnostic là est d'un traumatisme crânien isolé selon les données de cas cliniques. Donc, c'est quoi un traumatisme crânien grave? Donc, c'est un traumatisme crânio-cérébral dont le score de Glasgow est inférieur ou égal à 8. Il faut savoir donc qu'on a 3 types de, de traumatisme crânien en fonction du score de Glasgow clinique. D'accord? Donc, si l'échelle de Glasgow est cotée de, on dirait, on va dire de 12 à 15, là, on est face à un traumatisme crânien mineur. Donc, s'il est entre 2 et 12 très traumatisme crânien modéré, et s'il est inférieur à 8, on est face à un traumatisme crânien grave. Donc, le score de Glasgow, là, il faut l'estimer en fonction de l'âge chez l'enfant. On utilise une échelle adaptée à l'âge pédiatrique. Donc, selon ces 2 tableaux, donc si on devait pratiquer ou là, on devait évaluer l'enfant en fonction de l'échelle pédiatrique, de Glasgow pédiatrique, pardon, donc en utilisant le tableau qui est à votre droite, le diapo. Donc, on a dit que l'ouverture des yeux, on va l'estimer à la douleur, parce que le patient était donc, figé avec un regard orienté à gauche. La réponse verbale, elle était stéréo inarticulée avec une émission de son. Donc, on va dire que c'était des gémissements, donc côté 1-2. Et pour la douleur, donc c'était des mouvements stéréotypés. Donc là, côté aussi à 3. Voilà. Flexion stéréotypée, pardon. Donc au total, l'enfant est scoré à 7 sur 15 sur l'échelle de Glasgow, donc estimé à un traumatisme crânien grave. Donc, pour rappel physiologique, donc qu'est-ce qui se passe? L'enfant n'est pas un adulte en miniature. Parce que, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, on a peur de l'enfant parce qu'il présente des critères d'intubation difficiles avec donc des critères aussi, les réserves respiratoires sont moindres aussi. Pourquoi? Parce que la glotte, elle est antéro-supérieure, le cou, il est court,
Là, il y a souvent un macroglossie, il y a une petite bouche. Donc, la trachée, elle est courte, risque d'extubation et d'intubation sélective. Les CRF sont basses, donc les réserves sont aussi limitées. Donc, on a aussi risque de ventilation en masque difficile. La tête, elle est plus lourde, le cou, il est moins musclé. On aura une faible compliance cérébrale, donc en retentissement, qu'est-ce qu'on aura? On aura une hyperémie, aussi masse sanguine plus faible, un débit cardiaque euh, qui dépend aussi de l'existence d'une hypovolémie, une choc hémorragique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant récupère rapidement. Il y a une meilleure compensation du système sympathique. D'accord? Donc, quelle sera votre prise en charge? Donc, chez l'enfant, monitorage non invasif, prise de voie périphérique de gros calibre, respecter l'axe cou et tête, par la mise en place d'un coulis cervical, un bilan biologique complet, mise en place de solutés cristallite, donc jamais de solutions hypotoniques qui aggravent l'œdème cérébral, un réchauffement, scorer l'enfant selon l'échelle de Glasgow pédiatrique, examen, je veux dire, on complète par, bien sûr, initialement par un examen, un interrogatoire policier, un examen clinique qui est rapide et précis. Quel est le premier paramètre à corriger et comment? Donc, on a dit que le patient a présenté une hypotension à 85-45 mm, donc l'hypotension. Donc, initialement, est un facteur associé à un mauvais pronostic. Donc, il faut le corriger rapidement au moyen de remplissage ou, si réfractaire, des amines si besoin. D'accord? On utilise un noradrénaline en attendant la transfusion si choc hémorragique, etc. Ok. Est-ce que vous allez intuber l'enfant? Pourquoi et comment? Oui, c'est clair. Le score de Glasgow, il est à 7 sur 15. Donc, pourquoi? Pour contrôler la ventilation et protéger les voies aériennes supérieures. Donc, l'objectif, c'est de respecter et préserver les abscesses. Donc, normoxie, normocapnie, éviter l'hypercapnie, donc qui aggrave l'ischémie cérébrale. Normoglycémie aussi, etc. Nous allons détailler les abscesses par la suite. Donc, préparer le système d'aspiration et les sondes d'aspiration adaptées, c'est clair. L'intubation orotrachéale à séquence rapide, donc par l'étomidate et l'esméron, avec maintien du rachis cervical, puisqu'on n'a pas, on a on n'a pas éliminé un traumatisme vertébro-médulaire. Donc, on considère que tout traumatisme crânien considéré comme traumatisme du rachis jusqu'à preuve du contraire. Donc, l'étomidate, pourquoi? Parce que l'enfant, il est âgé de 5 ans, on peut se permettre l'étomidate, mais si état de choc hémorragique, on utilise la kétamine. Mais si c'est l'enfant était âgé moins de 2 ans, on utilise la kétamine. L'étomidate étant contre-indiquée moins de 2 ans. Donc, pas de manœuvre d'hyperextension du tout. On a dit préparer l'aspirateur, c'est clair, réglage du respirateur avec une PEP à 0, un petit volume à 60 ml par kilo, jusqu'à 10, on va dire, kit de drainage thoracique à proximité, on ne sait jamais, vigilance sur l'hypocapnie, c'est clair, mettre un enfant sous neurosédation avec hypnoval ou fentanyl, sous fentanyl. Respecter les abscesses et bilan lésionnel après stabilité hémodynamique, comme chez l'adulte, selon la stabilité hémodynamique, on va déplacer ou pas l'enfant pour un body scan selon la stabilité hémodynamique. Donc, c'est quoi les abscesses?
C'est les agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Donc, la prise en charge du traumatisme crânien repose en grande partie sur la prévention de ces axos. La lutte contre l'hypotension, lutter contre l'hypoxie et l'hypocapnie, donc avec le maintien d'une saturation supérieure à 94%, maintenir une normoglycémie, et maintenir une normothermie et lutter contre l'anémie. L'objectif, c'est d'avoir une hémoglobine 10 grammes par litre. Voici le tableau récapitulatif de ces axos. Il faut les retenir. Les axos, les préventions des axos doivent commencer dès la phase préhospitalière. Donc, on va continuer. Donc, une TDM cérébrale sans injection à H3 a été faite. Un H3 a été réalisé, retrouvant un trait de fracture occipitale avec la mise en liaison d'une connexion extradurale au niveau de la fosse cérébrale postérieure avec un effet de masse sur le parenchyme cérébral. Midriage unilatéral réactif avec sur le plan hémodynamique une bradycardie à 50 battements par minute et une tension artérielle à 150-100 mm de mercure. À quoi peut être dû ces données cliniques? Donc, on va penser à un phénomène de Cushing pédiatrique. Donc, il y avait une tension élevée à 150-100 mm de mercure et une bradycardie avec une respiration, on va dire, paradoxale. Donc, c'est des signes annonçant un engagement imminent. Donc, il faut savoir qu'il faut se méfier des scanners qui sont réalisés précocement avant la 3e heure. Pourquoi? Parce qu'un tiers des scanners normaux seront anormaux après la 6e heure. Donc, nous, surveillance étroite dans 6 premières heures du traumatisme. Donc, il faut chercher les facteurs pronostiques péjoratifs qui sont l'œdème important, disparition des citernes de la base, disparition des sillons, un système ventilateur virtuel, déviation de la ligne médiane, une hémorragie méningée, des lésions actionnelles diffuses. Donc, que faut-il faire et pourquoi? Donc, c'est clair que c'est un trauma crânien grave avec signe d'engagement. On doit administrer de l'osmothérapie rapidement par du mannitol à 20%. Chez l'enfant, c'est 2,5 à 5 mm par kilo, maximum 250 mm sur 15 minutes. Donc, déconseillé, le mannitol, il est déconseillé s'il y a une hypotension, car pourquoi? La majore la diurèse et aggrave l'hypovolémie. Donc, on doit, dans ce cas, s'il y a des signes d'instabilité hémodynamique, on préfère le sérum salé hypertonique à 7,5. Donc, à raison de 3 cc par kilo. Donc, on peut renouveler si besoin, une seule fois. Donc, l'osmothérapie, pourquoi? Provoque une augmentation transitoire de l'osmolarité plasmatique et aspire l'œdème cérébral. Donc, elle baisse la pression intracrânienne, puis donc, pendant une durée de 2 à 4 heures. Donc, son ultime but est de restaurer un débit sanguin cérébral suffisant. Donc, évacuer l'enfant le plus rapidement pour une prise en charge neurochirurgicale. D'accord? Donc, je vous ai mis un petit rappel sur le damage contrôle pédiatrique en respectant les critères ABCD, donc libération des voies aériennes supérieures, collier cervical, oxygénothérapie, la mise en condition, donc contrôle de l'hémorragie ciliaire, donc par une expansion volumique sont diluées avec envisagé donc une transfusion
Si réfractaire, si les bêta-hémodynamiques est réfractaire, donc on introduit la noradrénaline, mais savoir, en attendant la transfusion, on peut commencer par les drogues vasoactives. Donc, ne pas oublier de mettre l'exacil. Aussi, l'osmothérapie, s'il y a des signes de trauma crânien grave avec engagement HIC. Aussi, quoi d'autre? Donc, il faut intuber le patient si nécessaire, avec neurosédation, ne pas oublier de mettre les antalgiques et prévention des absences. Donc, pour l'évolution, l'enfant a bénéficié d'une cracnictomie suboccipitale avec évacuation de l'hématome et une hémostase rassurante. Donc, heureusement pour lui. Transféré ensuite en réanimation post-opératoire, intubé, ventilé, neurosédaté pendant 48 heures à 72 heures. Par la suite, le score de Glasgow a été amélioré à 9. Il y avait une stabilité sur le plan hémodynamique et respiratoire, les pupilles étaient encore réactives. Donc, la TDM cérébrale a été faite à J2 par d'aggravation. Donc, il y avait des résidus minimes de l'hématome, sans effet de masse, avec une ligne médiane qui était centrée. Donc là, on doit envisager une éventuelle extubation si le patient reste stable, bien évidemment. Donc, en conclusion, le polytraumatisé ou bien le traumatisme crânien est une urgence absolue. Elle nécessite une coordination avec une prise en charge rapide suivant des protocoles codifiés. Ne pas oublier de mettre en première ligne le trauma leader désigné pour un gain de temps vital et organisé, structuré, la prise en charge. La réanimation est primordiale, car le pronostic en dépend. La prise en charge est multidisciplinaire en suivant avec rigueur les démarches protocolisées. Je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était bénéfique. J'ai essayé de structurer ça en 5 cas cliniques pour mieux comprendre la prise en charge. Euh, je reste à votre disposition si vous avez des questions ou bien des remarques. Bien, je vous remercie pour vos remarques. Si vous avez d'autres suggestions, bien pour faire encore mieux, parce que normalement j'ai un autre cours avec vous, Inch'Allah. Est-ce qu'on fait comme ça? Est-ce que vous voulez faire autrement?
J'ai une question. Donc, je disais que quels sont les agents anesthésiques en cas de traumatisme crânien chez un enfant inférieur à 2 ans. Il faut savoir que l'étomidate, il est contre-indiqué. Donc, on doit mettre la kétamine. Il faut savoir que la kétamine n'est pas contre-indiquée en cas de traumatisme crânien. Il faut juste bien, bien l'utiliser. Et voilà. Donc, comment scorer un enfant de moins de 5 ans? Donc, j'ai mis selon en suivant le score de Glasgow pédiatrique. En fait, il y a des échelles, vous trouverez les applications. Il y a une excellente application qui est MediCalcul. Vous trouverez le score de Glasgow pédiatrique. Vous allez appliquer en examinant votre enfant. La neurosédation chez l'enfant, oui, c'est comme l'adulte en calculant les doses adaptées au poids. Généralement, on met une neurosédation chez un trauma crânien ou polytraumatisé grave pendant maximum 48 heures, 72 heures, puis on arrête la sédation, et on évalue, on essaie de voir s'il y a des signes de réveil. Le diapo de quoi? Nesamet Atara. Diapo de quoi? De score de Glasgow. C'est flou par rapport à quoi? Euh, ah oui, il faut agrandir diapo. Attendez, je vais essayer d'agrandir le diapo. Pour le score de Glasgow pédiatrique. Est-ce que c'est mieux? Pardon. Est-ce que vous arrivez à voir maintenant le score de Glasgow en fonction de... Est-ce que c'est mieux maintenant? Ah, d'accord, je vais essayer d'arranger ça. D'accord, une minute. Et ça. Est-ce que c'est mieux maintenant? Vous pouvez prendre en photo, hein? Vous gardez chez vous dans vos téléphones. Oui, la place du thiopental chez traumatisé crânien, oui, on peut le donner, thiopental. Seulement, il y a des risques, des effets secondaires, il faut guetter une hypokaliémie chez ces patients. Au contraire, le thiopental, il est meilleur en cas de neurosédation qui est réfractaire. On passe souvent au thiopental au lieu de l'hypnovène.
Vous voulez dire pour le, pour l'induction, le thiopental en cas de traumatisme crânien? Oui, c'est à nécessité, il n'y a pas de kétamine et il n'y a pas d'étomidate, eh bien, en face d'un trauma crânien, on peut utiliser du thiopental avec des doses, bien sûr, calculées, adaptées. Donc, de choix, non. Euh, on préfère les drogues à stabilité hémodynamique, l'étomidate, meilleur. Sinon, le thiopental, il faut vraiment le diluer à 1% pour ne pas avoir d'effet retentissement hémodynamique. En cas d'agitation, donc on doit, en cas d'agitation, donc il faut rassurer le patient s'il est conscient. Donc le rassurer, le conditionner, donner de l'oxygénothérapie parce que souvent les causes d'agitation initiale, ça peut être une hypoxie, donc une oxygénation à haut débit peut améliorer les choses. Sinon, il faut rechercher la douleur. Donc la douleur, un polytraumatisé il y a peut-être une contusion thoracique, un traumatisme thoracique, un traumatisme locomoteur, donc un traumatisme lombaire, du racisme. Donc, on doit administrer un ontalgique. Généralement, je double 2 grammes de paracétamol, voire morphine, d'accord, pour le rassurer et le calmer. Sinon, si au bout de tout ça, le malade reste agité, on est le droit d'intuber le patient face à une agitation extrême pour, pour pouvoir entamer notre prise en charge de ce polytrauma. Je vous remercie. Yatik Saha Fatima. Merci à vous. Aussi, souvent, on est face à une hypoxie, souvent. Euh, Peut-être qu'il y a un traumatisme thoracique grave. Il suffit des fois de drainer ou d'exsuffler, pardon, le pneumothorax ou bien le drainage. On peut améliorer les choses. Donc, il suffit avant d'intuber, mais si on est face à une détresse neurologique extrême ou respiratoire extrême, on intube, on ne va pas hésiter. Oui, en cas d'hypoglycémie avec œdème cérébral, donc on doit mettre un sérum glucosé hypertonique. On a dit que l'hypotonique, il est contre-indiqué en face d'un traumatisme crânien sévère. Pourquoi? Parce qu'il y a risque d'aggravation de l'œdème cérébral. Donc pourquoi? Il y aura un passage du liquide vers les cellules cérébrales, donc il y aura une augmentation de l'œdème. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On est en droit d'utiliser du sérum glucosé hypertonique à 10%. C'est simple. On met souvent un G10. وما نخافوش. En cas de volet thoracique, donc, si le malade il est hypoxique, on doit l'intuber, d'accord, en enlevant la PEP. La PEP pour justement éviter risque de pneumothorax, d'accord. Et souvent, c'est la kinésithérapie respiratoire et souvent l'analgésie. L'analgésie qui était très importante face à un traumatisme thoracique, notamment avec un volet thoracique. Ça va améliorer l'hématose respiratoire, la course diaphragmatique, etc.
Quelle est la drogue pour utiliser en cas d'engagement cérébral et peut-on utiliser le cœur? Donc, en cas d'engagement cérébral, donc, il faut, la chose à faire, c'est d'abord, c'est l'osmothérapie, d'accord? Et il faut mettre une neurosédation en cas de traumatisme crânien grave, on a dit. Donc, si le curare pour une détente respiratoire, c'est souvent pardon, pour une détente, pardon, euh, neurocérébrale, c'est souvent en père opératoire qu'on utilise le curare. D'accord? Le curare, on peut le donner aussi en réanimation si le patient pour respecter les axos, c'est-à-dire curariser le malade pour une meilleure, disons, sédation. Si le malade présente une hypoxie, on va l'aider pour que le patient ne participe pas. On va l'endormir pour approfondir la sédation. Je vous remercie, Adam. Donc, je vais essayer de vous faire la présentation Hadi, en forme Word. Vous pourrez télécharger, Inch'Allah. Merci, professeur. Docteur. À la C'est prochaine. Merci les participants pour votre présence. À la prochaine. Je vous remercie. Merci tout le monde. Merci pour toutes les wilayas qui ont participé à cet événement. Je vous remercie aussi remercie le ministère, bien sûr, pour cette initiative. Je vous remercie, vous, madame, et tous les participants. J'espère que j'étais à la hauteur, que c'était bénéfique pour vous. Un petit rappel sur la prise en charge polytraumatisée, traumatisme crânien. Je ferai de mon mieux pour améliorer les choses, Inch'Allah. Et on aura normalement incessamment d'ici peu une autre présentation ensemble. Normalement le jeudi, si tout va bien, si Inch'Allah. Et si vous êtes d'accord, je continuerai sur cette lancée, un cas clinique, on discutera ensemble pour une conduite à tenir concise. Ok. Merci à la bien. Prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci. Ça sera la même chose, je pense, vers 9h30. Merci l'équipe, le wilaya de Oran, wilaya de Betna, Bougaa, les autres que j'ai oubliés, j'ai pas fait attention. Bon courage tout le monde, à la prochaine, Inch'Allah. Recording stopped. Vous répétez la partie du cœur. Je disais que la neurosédation, elle était est utilisée souvent en neuroréanimation, justement pour améliorer, donc prévenir les axos.
à savoir donc l'hyperactivité neurologique. Donc, on peut rajouter le curare donc, pour améliorer l'hématose, je disais. Donc, il y aura une optimisation ventilatoire et découplage, donc ventilation intracrânienne. Donc, on aura une amélioration. On n'aura pas une hypocapnie, une hypercapnie. On va respecter souvent, dans ce sens, pardon, les axos. Donc, ce sera jeudi, normalement à 9h30, pour ceux qui ont demandé à quelle heure, ça sera sur l'anesthésie pédiatrique. Un cas clinique, on va discuter aussi, je pense, voilà. Le PHC d'Ali, merci, je vous remercie. Euh, 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 Ah oui, je vais vous donner votre email. C'est vrai, j'ai omis de vous donner mon email. Je vais vous le donner maintenant. Attendez, je vais essayer d'écrire dans le groupe.